vous l'avez peut-être vu dans la presse, l'année 2012, en juillet en tout cas, on a annoncé la découverte d'une nouvelle particule, le boson de Higgs. Ça a fait pas mal de une internationale d'ailleurs. Et donc, je pense que c'est intéressant de vous présenter cette recherche. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'ici, on est à la Cité des sciences et des métiers. Et donc, ça va vous faire découvrir un métier qui n'est pas un métier très connu, on va dire. D'habitude, quand on me dit « Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je dis bah, « Je suis chercheuse. »« Ah, c'est bien, en quoi ?» Je fais de la physique des particules. Et généralement, c'est le blanc total. Et là, je rame pour expliquer. Donc voilà, je suis chercheuse en physique des particules. Je travaille quelque part dans ce bâtiment que vous ne voyez pas très bien. C'est à Saclay, à 25 km au sud de Paris, au CEA. À l'IRFU, l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Comme ça claque, je vous le dis, parce que moi, je trouve ça beau. Au SPP, Service de physique des particules. Et l'expérience sur laquelle je travaille s'appelle Atlas. C'est une des grandes expériences qui est installée sur l'accélérateur LHC à Genève. Donc dans le laboratoire qui s'appelle le CERN. Alors le CERN vu d'avion, c'est ça. Là, c'est dans la plaine entre le Jura et les Alpes. Puis je vous montrerai d'autres photos que vous voyez un peu le tunnel. Alors un jour, avec un copain physicien, on s'est amusé à compter à peu près combien on était à faire sur la planète de la physique des particules. Et en comptant super méga large, on arrive à 20 000 sur les 7 milliards d'individus qu'on est. Donc on en a déduit qu'on faisait un métier un petit peu confidentiel. Donc que les gens ne le connaissaient pas forcément. Donc, s'il vous plaît, interrompez-moi, posez-moi des questions, n'importe quoi, des questions bêtes. Il n'y en a pas et je suis là pour y répondre. Alors, allons-y. Le boson de Higgs, c'est une nouvelle particule. Donc, il va falloir que je vous présente ce que c'est que les particules et ce que c'est que la physique des particules. Donc, nous, on a un modèle qui s'appelle le modèle standard. C'est ce que je vais vous présenter maintenant et dont le but est de comprendre l'univers au niveau fondamental. On s'est juste donné un petit objectif. Nous, on a décidé de comprendre comment fonctionnait l'univers, en toute modestie, rien que ça. Allons-y. Ouais. Alors donc, la question, c'est de quoi l'univers est fait, comment la nature fonctionne, comment l'univers fonctionne, et au niveau des constituants élémentaires. Ça veut dire qu'en toute modestie, on va expliquer tout, ça, nous, tout, avec un petit nombre de briques élémentaires, les particules, donc un petit nombre de constituants élémentaires et un petit nombre de lois, sinon c'est trop compliqué. C'est Einstein, je crois, qui disait tout doit être fait aussi simple que possible, mais évidemment pas plus simple. Vous allez voir, c'est pas... Oui, si, c'est simple. Alors, du coup, je vous raplaplate 3000 ans d'épistémologie, donc d'histoire des sciences, en un croquis simplissime, mais que j'aime bien. Comment on fait un modèle pour expliquer comment ça... Enfin, pour comprendre comment ça marche, on modélise. Alors, dans le modèle, il doit y avoir tout ce qu'on a observé, donc tous les objets physiques, toutes les mesures qu'on a faites, donc en particulier les petites particules élémentaires qu'on a observées, je vais vous en parler après. On met dedans quelques principes que vous connaissez sûrement, les principes de la mécanique quantique, ou du moins vous en avez entendu parler, les principes de la relativité d'Einstein, ça c'est des principes qu'on met dedans aussi. Un ingrédient indispensable sur lequel je vais m'attarder un petit peu, c'est les symétries que doit respecter notre modèle. On met tout ça dedans, on met ça dans un langage qui est le langage de l'univers d'après M. Galilée, c'est pas moi qui le dis, c'est Galilée, les mathématiques, qui sont le langage de l'univers. Et avec ça, on fait des prédictions. Alors, généralement, il y a toujours quelqu'un pour me dire des prédictions comme Madame Irma avec sa boule de cristal. Non. Une prédiction, pour nous, c'est un calcul. On prédit une valeur. Et évidemment, on confronte ça aux observations expérimentales. Et alors là, je vous présente Monsieur Feynman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon chouchou, un des plus grands physiciens de tous les temps. Et lui, il disait... Peu importe que votre théorie soit sublimissimement belle, peu importe que vous soyez le type le plus intelligent de la planète, si ça ne colle pas avec l'expérience, eh ben c'est faux. Et donc, selon ce bon principe, on confronte les prédictions théoriques aux observations expérimentales. Si ça ne colle pas tout à fait, on met les observations qu'on vient de faire dans le modèle et par aller-retour, on construit notre modèle de la physique. Alors, les ingrédients expérimentaux qui rentrent là-dedans, c'est toutes les observations et les découvertes. Comment fonctionne l'univers? Ce n'est pas exactement une question récente. On peut remonter au 5e siècle avant notre ère, avec Empédocle par exemple. Lui, il simplifiait vachement les choses, il disait qu'il y avait 4 éléments. Eau, terre, air, feu. Bon. Juste derrière, enfin juste un siècle derrière, il y a un monsieur intéressant, Démocrite, 4e siècle avant notre ère, qui lui dit la matière, la nature, c'est fait de vide et de petites billes insécables qui sont les atomes. C'est lui qui introduit le nom atome. Et ça reste pendant 23 siècles, ces petites billes insécables. Donc ça a la peau dure quand même. Donc ce qui est rigolo par contre, c'est que pour expliquer la diversité de tout ce qu'il y a dans l'univers, alors il dit les petites billes, elles ont des propriétés. Alors par exemple, elles sont sèches ou mouillées, lourdes ou légères, etc. Mais c'est toutes des petites billes insécables, des petits atomes.
Et puis, il faut attendre quand même la fin du 19e siècle pour que ça s'emballe et qu'on commence à avoir une vision plus précise, on va dire, de la matière, avec la découverte du noyau et des électrons, donc Thomson et Rutherford en 1897 et 1919, puis par Chadwick du neutron. Donc là, on commence à avoir une vision de l'atome un peu plus précise, avec des neutrons et des neutrons et des protons pour faire le noyau et les électrons qui gravitent autour. Et puis évidemment, on découvre d'autres choses, comme par exemple le photon, avec l'effet photoélectrique, vous en avez peut-être entendu parler. On découvre les rayons X. Là, c'est assez rigolo, parce qu'au début, on faisait n'importe quoi avec les rayons X, et ça, c'est la main de la femme du monsieur Röntgen qui a découvert les rayons X. Bon, allez, hop, on n'a qu'à essayer, pourquoi pas. Einstein qui associe le photon à un grain de lumière, ça c'est un progrès colossal, c'est carrément une révolution. Compton, enfin il y a des grands noms de la physique. Et puis le neutrino, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais lui il a une histoire un peu rigolote parce que lui on l'a inventé pour sauver la conservation de l'énergie. Et puis on l'a découvert, on l'a observé après. Donc ça s'emballe, début 20e, fin 19e, et on commence à avoir tous ces constituants élémentaires à prendre en compte dans nos modèles. Et puis je vous l'ai dit, il y a aussi des principes, donc ça je l'ai déjà évoqué, mécanique quantique et relativité. Et un truc colossalement important qui sont les symétries. Alors une symétrie, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde pourrait dire, bah, évidemment, cet objet-là, il est symétrique. Mais en réfléchissant 2 secondes, c'est fondamental pour les modèles théoriques. Une symétrie, c'est quelque chose qui ne change pas, une invariance, une permanence, pendant que quelque chose change. Je vous donne un exemple. Alors là, j'ai les mains occupées. Imaginez que je tienne dans cette main une sphère et pas un pointeur. Une sphère. Vous la voyez, ma sphère? Bon, très bien. Je vous dis, fermez les yeux 10 secondes, même pas une. Et je vous dis, pendant que vous avez les yeux fermés, je fais tourner cette sphère. Rouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? La même chose. Pourquoi? Parce que cette sphère a une symétrie de rotation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que j'ai fait changer quelque chose, j'ai changé l'angle, quelque chose n'a pas changé, vous voyez toujours la même sphère. C'est ça une symétrie. En physique, c'est colossal. Ça veut dire les équations qui décrivent mon système ne doivent pas changer pendant cette transformation-là. Alors des transformations, il y en a plein. Là, je vous ai fait la rotation. Ça a une importance considérable. Par exemple, si je fais une expérience ici, où le repère naturel euclidien, c'est l'horizontale, et puis je vais en prendre un comme ça, l'horizontale, la verticale, et je vais en prendre, justement, on s'en fiche, c'est symétrique de rotation, un horizontal comme ça, un horizontal comme ça, je fais une expérience, j'ai envie que ce soit le même résultat si je le fais en Australie, où évidemment, ils ont la tête en bas. Donc, et puis là, pour la translation, c'est pareil. Alors là, je n'ai pas le droit de bouger à cause de la caméra, mais d'habitude, je me translate. Si je fais l'expérience là, j'ai évidemment envie que le résultat soit le même là-bas. Donc ça veut dire que ma physique est invariante de translation. Et des symétries comme ça, il y en a plein. Et au début, on s'est dit, c'est super, les symétries, ça nous donne des informations sur les objets. Donc pour décrire ces objets, il va falloir que mes équations soient symétriques. Puis après, on s'est rendu compte que c'était encore mieux que ça. On allait construire les modèles les plus généraux possibles, du moment qu'ils respectent toutes les symétries, et puis qui décrivent mes ingrédients, et puis voir si ça collait. Donc ça s'est mis à nous servir à construire les modèles, ces symétries. Donc on y tient à nos symétries. Donc je l'ai dit, pour un physicien, ça veut dire que les équations sont invariantes pendant les changements. Alors du coup, on a maintenant ce qu'on appelle le modèle standard. Après des dizaines d'allers-retours théorie-expérience, on a donc cette vision moderne de l'atome, on va dire, qui est en gros du vide, avec un petit peu de choses dedans. Les petites choses, c'est le noyau là, qui est constitué de neutrons et de protons, qu'on appelle les nucléons. Chaque neutron et proton est lui-même pas une particule élémentaire, mais constitué de quarks et puis d'autres trucs qui s'appellent les gluons. Donc des choses encore plus petites, de beaucoup de vide et des électrons qui gravitent autour. Alors, dans ce modèle standard de la physique des particules, il y a tout ce qu'on connaît de l'univers, les particules de matière, peu importe les termes un peu barbares là. On a 12 constituants élémentaires qui sont ici. Donc ici, vous avez 6 quarks. Et ici, vous avez les neutrinos, les fameux neutrinos qui existent en 3 saveurs. Et puis, vous avez les leptons, qui sont des particules très légères et chargées, qui existent en 3 exemplaires aussi. Celle que vous connaissez bien sûr, c'est l'électron. Et puis ça, vous connaissez sans le savoir, c'est ce qui compose le proton et le neutron. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quelque part, on a un peu réussi notre coup. Tout le contenu de l'univers est là. Le contenu en matière de l'univers est là, avec mes 12 petits constituants élémentaires. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il en manque 12, c'est les antiparticules. Mais je veux dire, avec un nombre vraiment très restreint de constituants, on explique tout ce qu'on voit. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les interactions. Quand on veut décrire quelque chose, on décrit le quelque chose et puis comment il évolue. Donc, son évolution et ses interactions, les interactions des objets entre eux. Donc, en physique des particules, les particules interagissent en échangeant un messager. Le messager, on appelle ça un boson. Il est caractéristique de l'interaction. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer Joe et Bob, là, sur leur barque, qui vont interagir, les barques vont se déplacer quand ils vont s'échanger un ballon. Alors ça, c'est la vision poétique, on va dire. La vision de physicien, ça se dessine comme ça. Mais nous, on comprend mieux ça que ça, mais c'est parce qu'on a perdu un peu notre côté poétique. Alors, des interactions, il y en a 4.
La plus évidente, parce que c'est celle qu'on côtoie tous les jours, c'est l'électromagnétisme, qui est responsable de tous les phénomènes électriques et magnétiques, hein, avec un seul messager qui est le photon. Et puis, alors, qui est responsable de tout, y compris la chimie. Là, vous avez les rayons X, les ondes radio, tout. Enfin, tout ce qu'on côtoie à longueur de temps, quoi. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi l'interaction faible. On la côtoie aussi, mais sans se poser la question. C'est celle qui a lieu au cœur du Soleil. C'est pour ça que le Soleil nous envoie de l'énergie. Donc, l'interaction faible, elle a 3 messagers, pas que donc le photon pour électromagnétisme. Pour interaction faible, il y a 3 bosons qui sont très massifs, qu'on appelle les W et les Z. On commence à manquer d'imagination, là, on a pris des lettres. Pas grec, on avait déjà tout pris. On a une autre interaction qui est l'interaction forte. Elle est responsable de la cohésion de la matière nucléaire dans les noyaux et des quarks dans les nucléons. C'est représenté par ces petits ressorts, là, ces petits zigouigouis. C'est ça qui tient ensemble les quarks dans les protons et les neutrons, par exemple. Les messagers s'appellent des gluons. Là, quand même, fait preuve d'un peu d'imagination, n'est-ce pas? C'est de la colle, ça colle les trucs entre eux, donc on a appelé ça de la glu, ok? Très bien. Et alors, il y en a une quatrième interaction qui, pour nous, est évidente parce qu'on est macroscopique, qui est l'interaction gravitationnelle, qui peut peut-être avoir un messager, elle aussi, qui serait un boson qui s'appellerait le graviton. Le problème qu'on a, c'est que nos particules, donc mes objets d'étude à moi, sont des choses extrêmement légères. La masse du proton, dans mes unités de physicienne, c'est le GeV, un GeV. Un GeV, c'est 1,8 10-27 kg. Donc, sur des objets comme ça, tester la gravitation, c'est carrément infaisable, parce que c'est des ordres de grandeur sous l'interaction forte, l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. Donc celle-là, elle n'est pas dans le modèle parce qu'on ne peut juste pas la tester. Alors en résumé, j'ai donc mes 12 constituants de matière, là, les bosons qui sont responsables des 4 interactions. Et comme je vous l'ai dit, les mathématiques, enfin moi ou Galilée, les mathématiques sont le langage de l'univers. C'est exactement équivalent à ces équations mathématiques, qu'on appelle des Lagrangiens, pour ceux qui auraient déjà entendu le terme. Tout le monde à chaque fois fait bah, « c'est trop moche ton truc ». Moi, je la trouve très élégante. Il y a tout l'univers là-dedans. Je frime un petit coup. Et quand même, ça et ça, c'est la même chose. Alors, ces équations-là, évidemment, respectent toutes les symétries, celles dont je vous ai parlé, celles dont je ne vous ai pas parlé, des symétries, il y en a plein. Et ce modèle, donc, a un pouvoir prédictif absolument prodigieux. C'est-à-dire que l'accord théorie-observation est tout simplement époustouflant sur tout un tas d'observables. Donc on a réussi notre coup, on dit bah, ok, très bien, on a nos constituants élémentaires dans un petit nombre, on y arrive, on a un petit nombre de lois, de symétrie, etc. On met tout là-dedans, on a une formule et on arrive à tout prédire. Super. À un tout petit détail près qui nous a sauté aux yeux à la fin des années 60, c'est que je vous l'ai dit, ces deux-là sont très massifs, et il se trouve que si je mets à la main, brutalement, une masse pour ces particules-là dans ma grosse équation, kaboum, je mets par terre une symétrie constitutive du modèle. Donc je ne peux pas à la fois expliquer ce que j'observe, une grosse observation expérimentale, à savoir la masse des bosons W et Z, et garder les symétries avec lesquelles j'ai construit le modèle. Là, ça devenait périlleux. Alors, on s'est dit, on va devoir, là c'est un coup pour les théoriciens, là, on va devoir trouver un truc pour garder les symétries tout en se débrouillant pour que les états physiques qu'on observe, eux, ne gardent pas les symétries. Alors, il faut trouver un mécanisme, c'est un mécanisme, qu'est-ce que je l'ai dit là, ouais, qui s'appelle une brisure de symétrie douce, ou spontanée, ou une symétrie cachée. On a plein de trucs pour expliquer ça. Alors, les gens qui ont mis au point qui ont eu cette idée, c'est ces 3 messieurs. Vous avez ici M. Englert, vous avez ici M. Higgs et ici M. Brout. Ils sont 3. Je ne sais pas pourquoi l'histoire a retenu le boson de Higgs, le mécanisme de Higgs, le champ de Higgs. Sauf que ils sont 3. Alors, j'ai une petite explication. Si on prend les 3 en compte, c'est quand même le boson Bay. Bon, plus difficile à présenter en conférence. Alors voilà, j'ai le boson Bay. Moins drôle. Je conçois qu'on ait gardé Higgs. Néanmoins, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Ces 3 messieurs sont responsables de ces 2 papiers là qui sont parus presque en même temps en 64 et qui proposent cette explication que je trouve très chouette. Regardez ici la forme de, alors c'est un potentiel mais peu importe, la forme de cette chose de chapeau mexicain là. Vous voyez bien que cette chose est totalement symétrique par rapport à cet axe vertical. Si je rajoute un état physique au sommet du chapeau mexicain ici, prenez cette bille bleue là, l'ensemble chapeau mexicain plus bille bleue, si je la fais tourner d'un angle quelconque autour de mon axe vertical, l'ensemble va rester symétrique. Sauf qu'on le sait bien, la nature, elle n'aime pas ça. Elle va choisir un état d'énergie le plus confortable possible, là où elle va plus avoir envie de bouger. Autrement dit, la nature, elle, va choisir des états physiques qui vont être quelque part au fond de la cuvette. Sauf qu'une fois que ma bille, elle est tombée quelque part au fond de la cuvette, si je fais tourner maintenant mon ensemble bille bleue et chapeau mexicain,
Haha, vous allez le voir, je vous dis fermez les yeux une seconde, j'imprime un angle, à moins de prendre 360 degrés, vous allez voir tout de suite que j'ai tourné le bidule. Parce que ma bidule, elle sera plus là, elle sera là ou je sais pas où. Donc, ça, c'est l'idée générale qu'ils ont eue, c'est-à-dire les équations restent symétriques. Au début, c'est complètement symétrique. Et puis, il y a un moment, il y a une brisure spontanée, sans que je touche à mes équations de potentiel, qui fait que j'ai des états qui, eux, brisent la symétrie. Et donc, j'arrive avec ça à faire un truc qui est garder les symétries constitutivement dans le modèle, mais avoir des états physiques massifs. Alors, je suis d'accord, ça a l'air un peu bizarre. Sur le coup, ça a un peu l'air de d'élucubration de théoriciens pour sauver les meubles. Donc, sauver ma grosse équation. Alors, ma grosse équation, accessoirement, quand je rajoute ce qu'il faut dedans pour faire le coup du chapeau mexicain, là, je rajoute un champ, donc le champ Bay ou Higgs selon le goût. Ce champ peut se manifester sous la forme d'un boson, très bien, le boson Bay ou Higgs, selon ce qu'on veut. Mon équation devient légèrement plus compliquée. Elle est floue pour vous, croyez-moi, il vaut mieux, parce que là, elle est vraiment plus compliquée. Mais maintenant, donc c'est la même qu'avant, on va dire, avec le champ de Higgs rajouté dedans. Et alors là, c'est génial parce que ça marche encore mieux, dans le sens où toutes les prédictions qu'on avait avant, on les garde, avec la même précision diabolique, mais en plus, on arrive à prédire les masses de tous les bosons et les autres particules. Donc on a tout ce qu'il faut là. Donc cette élucubration-là, tout nous porte à croire que ces hypothèses-là, les hypothèses de Bay de 64 sont bonnes. Évidemment, pour être sûr que c'est le bon mécanisme, il faut observer le boson. Alors ça, c'était en 64, et vous allez me dire, vous avez pris votre temps, parce qu'on l'a observé l'année dernière, genre. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça nous a pris un chouïa de temps d'observer la bestiole. Alors oui, donc du coup maintenant, on a une vague explication, enfin nous, on a une image de comment les particules acquièrent une masse, où intervient cette brisure de symétrie. Alors mine de rien, elle intervient à 10-12 secondes après le Big Bang. Il y a donc 13... Alors, non, depuis les résultats de Planck, pardon, il faut lire 13,8 milliards d'années, on a pris un grand coup de vieux récemment. Donc au début, on a un univers, bon, T0, le Big Bang, on a un univers très dense et très chaud. Alors quand je dis très chaud, c'est très très chaud, hein, c'est 10 puissance 30 Kelvin, qui commence à son expansion et donc qui commence à se refroidir. Un petit peu avant les 10-12 secondes, on a encore un univers très chaud, mais on a atteint des températures de genre 10 puissance 16 Kelvin, c'est quand même un peu chaud, qui se refroidit. Et là-dedans, néanmoins, toutes les particules élémentaires n'ont pas de masse. Tant qu'à faire, elles n'ont pas non plus de charge, parce que pour l'instant, le photon, ça ne veut pas dire grand-chose. Les bosons non plus n'ont pas de masse. Et puis, à 10-12 secondes à peu près, j'aime bien, parce que j'aime bien dire à 10-12 secondes à peu près, n'est-ce pas, à la louche, hein, entrée en action du mécanisme de Higgs. Essayez de voir ça un peu comme de la condensation. Le passage c'est vraiment une transition de phase, c'est vraiment le passage vapeur-liquide. Et donc, en gros, c'est comme si la vapeur devenait liquide et s'accumulait autour des particules et donc leur conférait une masse inertielle. Et donc après ça, après le mécanisme de Higgs, toutes les particules ont une masse, sauf le photon qui, lui, continue à aller à la vitesse de la lumière normale. Donc ça, c'est l'image qu'on se fait maintenant de comment les particules acquièrent une masse, quand est-ce qu'elles les acquièrent. Et donc, on a une image de l'univers tout bébé.